David Gilmour, âgé de 78 ans, a enfin rompu le silence sur un sujet qui a déconcerté les fans de Pink Floyd pendant des décennies. Le guitariste emblématique a révélé la véritable raison de la rupture dramatique du groupe dans les années 80. L'histoire du groupe ayant été marquée par d'intenses conflits créatifs et des querelles publiques, les nouvelles révélations de Gilmour mettent en lumière les raisons pour lesquelles le partenariat entre Roger Waters et Pink Floyd a connu une fin aussi tumultueuse. Qu'est-ce qui a conduit à cette confrontation explosive? Et quel secret David Gilmour a-t-il enfin révélé? Découvrons-le. Les débuts de la vie. David Gilmour est né le 6 mars 1946, à Cambridge, en Angleterre. En grandissant dans cette ville historique, Gilmour a été entouré d'un riche environnement culturel et académique. Son père, Douglas Gilmour, était maître de conférences en zoologie à l'université de Cambridge. L'éducation et la curiosité intellectuelle étaient très appréciées dans son foyer. Sa mère, Sylvia Gilmour, travaillait comme monteuse de films pour la BBC. Son travail a apporté un autre type d'influence créative dans la vie de David, l'exposant aux arts dès son plus jeune âge. David Gilmour s'est intéressé à la musique dès son plus jeune âge. Ses parents ont encouragé sa passion et lui ont offert sa première guitare alors qu'il n'était qu'un enfant. Ce cadeau précoce a tracé la voie qui allait façonner sa future carrière. Il apprend à jouer tout seul en écoutant des disques et en s'entraînant sans relâche, faisant preuve d'un talent et d'un dévouement naturel. En grandissant, Gilmour commence à s'immerger dans la scène musicale locale. Il forme son premier groupe, Joker's Wild, au milieu des années 60. Le groupe joue des reprises et des concerts dans diverses salles de Cambridge, ce qui permet à Gilmour d'acquérir une expérience précieuse en tant que musicien. Il est influencé par la musique populaire de l'époque, en particulier le blues et le rock and roll, qui jouent un rôle important dans la formation de son style. Le talent de Gilmour ne passe pas inaperçu. Il a joué avec plusieurs autres groupes et a même fait une tournée en France et en Espagne, perfectionnant ses compétences et élargissant ses horizons musicaux. En 1967, la vie de Gilmour prend un tournant important lorsqu'il est invité à rejoindre Pink Floyd, un groupe qui fait déjà des vagues dans le monde de la musique. Son entrée dans le groupe survient à un moment crucial, puisque le groupe subit des changements avec le départ de son leader d'origine, Syd Barrett. L'entrée de Gilmour dans Pink Floyd marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie et dans l'histoire du groupe. Pink Floyd a été formé à Londres en 1961, avec Syd Barrett à la guitare et au chant, Roger Waters à la basse, Nick Mason à la batterie et Richard Wright au clavier. Le groupe s'est rapidement fait connaître grâce à son son unique, qui mélangeait le rock psychédélique et la musique expérimentale. Syd Barrett, en tant que leader et principal auteur-compositeur du groupe, a profondément influencé les débuts du groupe. Ses paroles imaginatives et son jeu de guitare novateur ont permis à Pink Floyd de se démarquer des autres groupes de l'époque. Cependant, la période que Barrett a passée avec le groupe a été troublée. Sa santé mentale commence à se détériorer, probablement exacerbée par une consommation excessive de drogue. Son comportement devient de plus en plus erratique, ce qui rend difficile les concerts et les enregistrements du groupe. En 1917, l'état de Barrett s'est détérioré au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer efficacement au travail du groupe. Les autres membres de Pink Floyd se rendent compte qu'ils doivent changer s'ils veulent continuer. En décembre 1967, ils décident d'engager David Gilmour, un guitariste et chanteur qui est déjà un ami des membres du groupe. Au départ, Gilmour devait soutenir Barrett sur scène et l'aider à couvrir ses performances imprévisibles. Mais comme l'état de Barrett ne s'améliore pas, il devient évident qu'il ne peut plus faire partie du groupe. Au début de l'année 1969, Barrett a quitté Pink Floyd. La transition a été difficile. Le remplacement d'un membre clé comme Barrett a obligé le groupe à repenser son approche et son son. Gilmour a apporté un style différent à Pink Floyd, plus structuré et mélodique que la touche expérimentale de Barrett. Son jeu de guitare et ses prouesses vocales ajoutent une nouvelle dimension à la musique du groupe. Malgré les difficultés initiales, la nouvelle formation commence à trouver ses marques. Les contributions de Gilmour, combinées à la créativité des autres membres, conduisent à une période de croissance et d'innovation. Ils commencent à développer le son qui définira plus tard Pink Floyd,
mêlant le travail de Gilmour à la guitare et le penchant du groupe pour les compositions musicales élaborées et les paroles philosophiques profondes. Cette période marque un tournant important pour Pink Floyd. Avec Gilmour pleinement intégré au groupe, ils ont commencé à travailler sur de nouveaux morceaux qui mettaient en valeur leur style en évolution. L'album A Saucer Full of Secrets, sorti en 1968, le premier à mettre en scène Gilmour, et illustre la transition du groupe de ses premières racines psychédéliques vers un son rock plus progressif. Les changements n'étaient pas seulement musicaux, mais aussi interpersonnels. La dynamique au sein du groupe a changé avec l'arrivée de Gilmour, conduisant à de nouveaux partenariats créatifs, en particulier entre Gilmour et Waters. Ce partenariat sera déterminant pour la création de certaines des œuvres les plus emblématiques de Pink Floyd dans les années à venir. Le partenariat Gilmour-Waters. Le partenariat entre David Gilmour et Roger Waters a été au cœur du succès de Pink Floyd dans les années 70. Leur collaboration a réuni le talent musical de Gilmour et la profondeur lyrique de Waters, ce qui a donné lieu à certaines des œuvres les plus acclamées du groupe. L'une de leurs premières grandes collaborations a été l'album Metal, sorti en 1971, qui a marqué une étape importante pour Pink Floyd, avec un son plus cohérent et plus mûr. Le travail de Gilmour à la guitare sur des morceaux comme Echoes a été un élément clé du succès de l'album, se mariant parfaitement avec les paroles et les thèmes évocateurs de Waters. Metal fait le lien entre la première phase psychédélique du groupe et ses dernières productions, plus soignées. Le point culminant de la collaboration entre Gilmour et Waters a été atteint avec The Dark Side of the Moon, sorti en 1973. Cet album est souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du rock. Waters a pris la tête du concept de l'album en se concentrant sur des thèmes tels que le conflit, l'avidité, le temps et la maladie mentale. La contribution de Gilmour a été tout aussi essentielle, fournissant la colonne vertébrale musicale avec ses solos de guitare distinctifs et ses performances vocales. La synergie entre la sensibilité mélodique de Gilmour et les paroles profondes de Waters a donné naissance à un album fluide et puissant qui a trouvé un écho auprès d'un large public. Après l'immense succès de The Dark Side of the Moon, Pink Floyd continue d'évoluer. L'album Wish You Were Here, sorti en 1975, est un hommage à leur ancien coéquipier Syd Barrett et une réflexion sur l'industrie musicale. La chanson-titre, Wish You Were Here, est un bon exemple de la collaboration entre Gilmour et Waters. Les paroles tristes de Waters, qui expriment des sentiments de perte et de nostalgie, sont complétées par le jeu de guitare plein d'âme et la voix sincère de Gilmour. Un autre morceau remarquable, Shine On You, Crazy Diamond, comporte de longs solos de guitare de Gilmour qui capturent parfaitement l'atmosphère de réflexion de la chanson. La dynamique entre Gilmour et Waters était complexe, mais très productive. Le style musical de Gilmour se caractérise par un jeu de guitare mélodique et une voix douce. Il avait le don de créer des morceaux de musique mémorables qui pouvaient se suffire à eux-mêmes. Waters, quant à lui, était le principal parolier du groupe, connu pour ses thèmes introspectifs et souvent sombres. Ses textes apportaient de la profondeur et de la narration à la musique de Pink Floyd, transformant les chansons en histoires qui poussent à la réflexion. Leurs forces complémentaires ont permis à Pink Floyd de créer une musique à la fois riche sur le plan sonore et profonde sur le plan lyrique. Les compositions musicales de Gilmour constituaient la toile parfaite pour les idées lyriques de Waters, alors que les concepts de Waters donnaient une direction et un sens à la musique. La capacité de Gilmour à traduire ses idées en mélodies et arrangements convaincants leur donnait vie. Partenariat créatif, bien que parfois empreint de tension, s'est avéré très efficace. C'est au cours de cette période que Pink Floyd a produit ses œuvres les plus emblématiques et les plus influentes, laissant un héritage dans le monde de la musique. Malgré leurs différences, la collaboration entre Gilmour et Waters s'est révélée être une force puissante, emmenant Pink Floyd vers de nouveaux sommets et cimentant leur place dans l'histoire du rock. Les graines de la discorde. À la fin des années 1960, la dynamique au sein de Pink Floyd commence à changer, Roger Waters prenant progressivement le contrôle de la direction du groupe. Ce changement commence à créer des tensions,
notamment entre Waters et David Gilmour. L'album The Wall, sorti en 1979, est un exemple clair de la domination croissante de Waters. Waters a conçu et composé la majeure partie de l'album, s'inspirant de ses expériences personnelles et des thèmes de l'isolement et de l'abandon. The Wall est un projet d'envergure, tant sur le plan musical que sur le plan des performances scéniques, qui comprennent des spectacles et des éléments visuels élaborés. Bien que Gilmour ait apporté une contribution importante en jouant de la guitare et en coécrivant des chansons comme Comfortably Numb, la direction générale a été largement guidée par la vision de Waters. Au fur et à mesure que l'influence de Waters grandissait, son contrôle sur le processus créatif du groupe devenait de plus en plus évident sur l'album The Final Cut, sorti en 1983, conçu à l'origine comme une bande originale pour le film The Wall. The Final Cut s'est transformé en un album autonome que Waters a entièrement maîtrisé. L'album est profondément personnel pour Waters, car il aborde les thèmes de la guerre et de la perte. Influencé par la mort de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de Gilmour est considérablement réduit et il est frustré par ce qu'il considère comme des décisions unilatérales de Waters et par le manque d'esprit de collaboration qui avait caractérisé les travaux précédents du groupe. La frustration de Gilmour s'accentue pendant la production de The Final Cut. Il se sent marginalisé et en désaccord avec l'approche de Waters, estimant que l'album souffre de l'absence de l'équilibre musical qui avait fait le succès de ses précédents albums. Le mécontentement de Gilmour n'est pas seulement dû à la réduction de sa contribution créative, mais aussi à l'atmosphère générale au sein du groupe, qui est devenue de plus en plus tendue. La discorde croissante entre Waters et Gilmour ne porte pas seulement sur le contrôle de la création, mais aussi sur des visions différentes de l'avenir du groupe. Alors que Waters souhaitait approfondir ses questions personnelles et politiques, Gilmour préférait une approche plus collaborative et musicale. Cette différence fondamentale dans leur philosophie créative a conduit à une rupture de la communication et de la confiance. The Final Cut marque un tournant pour Pink Floyd, car c'est le dernier album auquel Waters participe avant de quitter le groupe en 1985. Les graines de la discorde qui avaient été semées à la fin des années 70 s'étaient épanouies à ce moment-là, entraînant une séparation amère. Le départ de Waters a marqué la fin d'une époque pour Pink Floyd, le groupe devant faire face au défi de continuer sans l'une de ses principales forces créatrices. La fin des années 1970 et le début des années 1980 sont une période de changement important et de tension croissante au sein de Pink Floyd. Le contrôle croissant de Waters sur la direction du groupe et la frustration croissante de Gilmour face à cette domination ont conduit à une rupture qui a finalement abouti au départ de Waters. Malgré le succès d'albums tels que The Wall et The Final Cut, les divergences créatives entre Waters et Gilmour ont mis en lumière les difficultés à maintenir un esprit de collaboration face à des visions artistiques divergentes. Le départ de Waters. Le processus d'enregistrement de The Wall et de The Final Cut a marqué d'importants points de discorde au sein de Pink Floyd. La tension lors de ces projets provient du contrôle croissant de Roger Waters sur la direction créative du groupe, ce qui crée des frictions avec David Gilmour et les autres membres. The Wall, sorti en 1979, était un projet massif et ambitieux. Bien que l'album soit un succès critique et commercial, le processus d'enregistrement a été marqué par des tensions. L'influence croissante de Waters sur la direction créative du groupe a conduit à des désaccords et à des relations tendues au sein du groupe. Gilmour, malgré ses contributions importantes, notamment sur des chansons comme Comfortably Numb, se sent de plus en plus marginalisé. Cette tension s'intensifie lors de la production de The Final Cut. Sorti en 1983, un album conçu comme une extension de The Wall et encore plus dominé par Waters. Les sessions d'enregistrement sont marquées par des disputes, et la frustration de Gilmour face à l'approche autoritaire de Waters atteint des sommets. Il a l'impression que l'esprit de collaboration qui avait défini les premiers travaux de Pink Floyd est en train d'être étouffé. En 1985, la situation a atteint un point de rupture. Waters, estimant que le groupe ne pouvait plus fonctionner efficacement, décide de quitter Pink Floyd.
Il estime que sans son leadership créatif, le groupe a fait son temps. Son départ ne s'est pas fait à l'amiable et a donné lieu à d'importantes batailles juridiques concernant les droits sur le nom Pink Floyd et la propriété intellectuelle. Waters prétendait que Pink Floyd était une force épuisée sur le plan créatif et que les membres restants ne devaient plus utiliser le nom. Cependant, Gilmour et le batteur Nick Mason voulaient continuer avec le groupe. Le conflit concernant le nom du groupe et les droits sur la musique s'est terminé devant les tribunaux. Après une longue et âpre bataille juridique, un accord a été conclu en 1987. Waters conservait les droits sur certains éléments de The Wall et d'autres œuvres spécifiques. Mais Gilmour et Mason pouvaient continuer à utiliser le nom Pink Floyd. Cette décision juridique a permis à Pink Floyd d'aller de l'avant sans Waters. Mais la séparation a laissé de profondes cicatrices. Waters poursuit sa carrière en solo, tandis que Gilmour et Mason, rejoints par le claviériste Richard Wright, continuaient de publier de la musique sous le nom de Pink Floyd. Malgré l'accord juridique, l'animosité entre Waters et ses anciens compagnons de groupe persiste pendant des années. L'enregistrement de The Wall et de The Final Cut a mis en lumière les dissensions croissantes au sein de Pink Floyd concernant le contrôle créatif dominant exercé par Waters. La décision de Waters de quitter le groupe en 1985 et la bataille juridique qui s'ensuivit au sujet du nom du groupe marquèrent un tournant important dans l'histoire de Pink Floyd. La résolution du litige a permis au groupe de continuer à exister. Mais la séparation a mis en évidence les difficultés à maintenir l'harmonie créative au sein d'un groupe aux visions artistiques si fortes et si différentes. L'ère post-Waters. Après le départ de Roger Waters de Pink Floyd en 1985, David Gilmour était déterminé à maintenir le groupe en vie. Il pense que Pink Floyd peut encore produire de la bonne musique et maintenir son héritage sans Waters. Gilmour prend le rôle de leader et s'attache à revitaliser l'esprit créatif et la direction du groupe. En 1987, Pink Floyd sort Momentary Lapse of Reason, son premier album sans Waters. Cet album marque un nouveau chapitre pour le groupe. Gilmour travaille sans relâche pour façonner le son de l'album, en faisant appel à un mélange d'anciens et de nouveaux collaborateurs. Richard Wright, qui avait quitté le groupe pendant les sessions de The Wall, a été invité à revenir, bien qu'initialement seulement en tant que musicien de session pour des raisons juridiques. L'album présente un son plus soigné et plus commercial que les précédents. La sortie de A Momentary Lapse of Reason a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, mais a été un succès commercial. Il se classe en tête des hit parades dans plusieurs pays et rétablit Pink Floyd en tant que force majeure de l'industrie musicale. La tournée qui l'accompagne est également un énorme succès, avec des spectacles élaborés et des effets visuels impressionnants qui deviennent la marque de fabrique des concerts de Pink Floyd. Cette tournée a contribué à consolider le retour du groupe sur le devant de la scène et a prouvé qu'il pouvait prospérer sans Waters. Fort de cet élan, Pink Floyd sort The Division Bell en 1994. Cet album est le fruit d'une collaboration majeure entre Gilmour et Wright, à laquelle Nick Mason a également contribué de manière significative. Les thèmes de la communication et de la connexion humaine sont présents tout au long de l'album, reflétant le sens renouvelé de l'unité du groupe. The Division Bell a été bien accueilli par les fans et les critiques, et a débuté à la première place des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le succès de The Division Bell a été suivi d'une nouvelle tournée de grande envergure qui a mis en évidence la vision de Gilmour pour l'avenir de Pink Floyd. La tournée se caractérise par des conceptions scéniques novatrices, notamment les têtes emblématiques de Division Bell et un énorme spectacle de lumière. Cette période est marquée par un sentiment de stabilité et de résurgence créative pour le groupe. La vision de Gilmour pour Pink Floyd dans l'ère post-Waters se concentre sur le maintien de l'intégrité musicale du groupe tout en repoussant les limites de leur performance live. Son objectif était de préserver l'essence de ce qui rendait Pink Floyd unique, en combinant des paysages sonores innovants avec des thèmes qui poussent à la réflexion et des expériences visuelles étonnantes. Dans les années qui ont suivi, Gilmour a continué à honorer l'héritage du groupe à travers divers projets.
Bien que Pink Floyd n'ait pas sorti de nouvel album studio après The Division Bell, il a sorti The Endless River en 2014, Cet album était en grande partie instrumental et basé sur des sessions de The Division Bell, servant d'hommage à l'histoire du groupe et à Wright, qui est décédé en 2008, Le leadership de Gilmour a permis à Pink Floyd de rester un nom respecté et influent dans le monde de la musique. Ses efforts pour poursuivre le voyage du groupe Sun Waters ont non seulement préservé leur héritage, mais leur ont également permis d'explorer de nouvelles directions créatives. Grâce à sa détermination et à sa vision claire, Gilmour a réussi à faire entrer Pink Floyd dans une nouvelle ère, laissant un impact durable sur le groupe et ses fans. Querelle publique et tentative de réconciliation. Le départ de Roger Waters de Pink Floyd en 1985 n'a pas mis fin aux tensions entre lui et David Gilmour. Les deux musiciens se critiquent souvent en public et leur querelle se poursuit dans les médias pendant de nombreuses années. Ce conflit permanent met en lumière leur profonde divergence et la rancœur qui s'est développée au fil des ans. La dispute a éclaté sur les médias sociaux, où Waters a accusé Gilmour de l'avoir banni du site web officiel du groupe et des médias sociaux. Waters s'est dit frustré que ses contributions à Pink Floyd soient ignorées et qu'il soit empêché de promouvoir son travail solo auprès des nombreux fans du groupe. Gilmour n'a pas répondu directement à ces accusations, mais l'épisode a souligné l'animosité persistante entre les deux hommes. Malgré ces affrontements publics, Gilmour et Waters ont parfois tenté de se réconcilier. L'un des cas les plus significatifs est leur réunion lors du concert Live Wait en 2005. C'était la première fois que Waters jouait avec Pink Floyd depuis son départ. Le répertoire du groupe comprenait des classiques tels que Comfortably Numb et Wish You Were Here, et leur performance a été largement applaudie. De nombreux fans espéraient que cette réunion signifierait une réconciliation permanente, mais elle s'est avérée être un événement unique. Dans les années qui ont suivi Live Aid, Gilmour et Waters ont collaboré occasionnellement, mais rarement, à des projets spéciaux. En 2010, ils se sont produits ensemble lors d'une soirée de bienfaisance pour la Hoping Foundation, jouant un court concert acoustique. Cette prestation a été une agréable surprise pour les fans et a montré que, malgré leurs différences, ils pouvaient encore s'unir pour une bonne cause. Une autre tentative de réconciliation a eu lieu en 2000, lorsque Waters a invité Gilmour à le rejoindre sur scène lors d'une représentation de la tournée Performance of the Wall à l'Odos Arena de Londres. Gilmour a joué de la guitare sur Comfortably Numb, et Nick Mason les a rejoints pour la dernière chanson Outside the Wall. Cette collaboration est un moment important pour les fans, car elle réunit 3 membres de la formation classique de Pink Floyd. Cependant, ces tentatives de réconciliation n'ont pas abouti à une réunion complète du groupe. Les différences personnelles et créatives entre Gilmour et Waters sont restées importantes, empêchant toute collaboration à long terme. Les deux musiciens poursuivent leur carrière en solo, Waters se concentrant sur ses projets théâtraux et politiques, et Gilmour sur ses albums et tournées en solo. Malgré une inimitié publique persistante, ces moments de collaboration ont démontré que Gilmour et Waters pouvaient encore trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que temporairement. Leurs interactions au fil des ans ont été un mélange de conflits et de coopération, reflétant la relation complexe et souvent tumultueuse entre deux des figures les plus influentes du rock. Bien qu'une réconciliation permanente reste improbable, les moments où ils se sont rencontrés ont été appréciés par les fans et ont contribué à l'héritage durable de Pink Floyd. Les défis de David Gilmour. David Gilmour a été confronté à un certain nombre de défis personnels et professionnels tout au long de sa carrière, qui ont façonné sa vie et son travail. Il a notamment dû faire face à des pertes personnelles, à des problèmes de toxicomanie et de santé, et à la nécessité de concilier sa vie de famille et ses engagements professionnels. L'une des pertes personnelles les plus profondes que Gilmour ait connues a été la mort de sa Sylvia Gilmour en 1990. Sylvia avait exercé une influence considérable dans sa jeunesse, à la fois en tant que monteuse de films et en tant que mère compréhensive. Sa disparition a été un choc émotionnel pour Gilmour, affectant sa vie personnelle et son approche de la musique.
Une autre grande perte pour Gilmour a été la mort de son compagnon de groupe et ami proche, Richard Wright, en 2008. La disparition de Wright a marqué la fin d'une époque pour Pink Floyd, car il était l'un des membres originaux et un contributeur clé au son du groupe. Gilmour et Wright avaient des liens professionnels et personnels très forts, et le perdre a été un défi émotionnel majeur pour Gilmour, qui a également dû faire face à des problèmes de toxicomanie et de santé au fil des ans. Dans les années 80, alors que Pink Floyd était en proie à des conflits internes et au départ de Waters, Gilmour a lutté contre des problèmes d'alcool. Ces problèmes ont affecté sa santé et sa capacité à se concentrer sur sa musique. Heureusement. Gilmour a cherché de l'aide et a réussi à surmonter ces problèmes, mais ce fut une période difficile de sa vie. Outre ses problèmes personnels et de santé, l'équilibre entre sa vie de famille et ses engagements professionnels a été un objectif primordial pour Gilmour. Il est marié à Polly Sampson depuis 1994 et elle a été pour lui une source importante de soutien. Sampson, écrivain et parolière à succès, a joué un rôle crucial dans la vie de Gilmour, tant sur le plan personnel que professionnel. Son soutien a aidé Gilmour à faire face aux pressions de sa carrière et à maintenir une certaine stabilité à la maison. Gérer une vie de famille tout en poursuivant une carrière musicale exigeante peut s'avérer difficile. Mais Gilmour et Sampson ont réussi à équilibrer efficacement ces aspects de leur vie. Sampson a également contribué à la musique de Gilmour, en coécrivant les paroles de plusieurs de ses albums solo, notamment On an Island et Rattle That Lock. Cette collaboration a renforcé leur relation et a permis à Gilmour de continuer à produire de la musique tout en maintenant une vie de famille solide. À travers ses défis personnels et professionnels, David Gilmour a fait preuve de résilience et de dévouement. Sa capacité à surmonter les pertes, les problèmes de santé et à concilier sa vie de famille avec une carrière musicale réussie témoignent de sa force et de son engagement. Malgré les difficultés, David Gilmour est resté une figure éminente et respectée de l'industrie musicale, avec une carrière qui a eu un impact durable sur la musique rock. Révélation récente de Gilmour. Ces dernières années, David Gilmour s'est confié sur l'histoire de Pink Floyd et sur sa relation avec Roger Waters. Ces réflexions permettent de comprendre pourquoi, selon lui, Waters a joué un rôle central dans les difficultés du groupe et dans son éventuelle séparation. Gilmour n'a pas caché son point de vue sur l'évolution de la dynamique du groupe au fil du temps. Il a souvent mentionné la fin des années 1970 et le début des années 1980 comme des moments charnières où les tensions au sein de Pink Floyd ont commencé à s'intensifier. Selon Gilmour, Waters prend de plus en plus le contrôle de la direction du groupe, ce qui entraîne des conflits créatifs et personnels. Selon lui, l'insistance de Waters sur une vision spécifique de la musique du groupe et son désir de dominer le processus ont créé des tensions importantes entre les membres. L'un des principaux points de désaccord entre Gilmour et Waters concerne l'approche d'albums tels que The Wall et The Final Cut. Gilmour a décrit ces périodes comme difficiles, la forte influence de Waters éclipsant souvent les contributions des autres membres du groupe. Gilmour a déclaré que le point de vue de Waters sur le groupe était devenu plus rigide et inflexible, conduisant à un environnement créatif dans lequel les différences d'opinion étaient moins tolérées. Selon Gilmour, le départ de Waters de Pink Floyd en 1985 est le résultat de ces tensions croissantes. Il a souvent suggéré que le contrôle exercé par Waters et sa décision de partir ont été des facteurs importants dans l'éclatement final du groupe. Gilmour pense que le départ de Waters a marqué la fin de Pink Floyd tel qu'on le connaissait, et a parfois qualifié les actions de Waters de destructrices pour l'unité du groupe. Gilmour a également fait part de ses efforts pour maintenir l'intégrité et la direction musicale de Pink Floyd après le départ de Waters. Il était déterminé à perpétuer l'héritage du groupe et à faire en sorte que leur musique reste fidèle à ses origines, même sans Waters. Des albums tels que A Momentary Lapse of Reason et The Division Bell font partie des tentatives de Gilmour de maintenir l'esprit du groupe en vie et d'honorer son travail passé. Il a parlé des difficultés rencontrées pour préserver l'essence de Pink Floyd tout en faisant face aux changements qui ont suivi le départ de Waters.
Les récentes révélations de David Gilmour jettent un nouvel éclairage sur les tensions qui existaient depuis longtemps entre lui et Roger Waters, et apportent des réponses sur les raisons pour lesquelles l'unité emblématique de Pink Floyd s'est finalement brisée. Après des années de spéculation, les révélations de Gilmour sur sa querelle avec Roger Waters nous donnent une image plus claire de ce qui s'est réellement passé en coulisses. Si vous avez trouvé cet aperçu de l'histoire de Pink Floyd fascinant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour recevoir